Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Télé 7 pour suivre Avis de l'expert, l'émission politico-économique qui accorde la parole à un expert pour éclairer l'opinion publique sur une question pertinente. Sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir un expert en droit d'immigration. Il est juriste de formation, licencié en droit de l'université de Kinshasa Inkin. Il détient un certificat de spécialisation des droits d'immigration du Collège La Salle de Montréal au Canada. Maître Paulin Ngandou est là pour nous parler de réforme du système d'immigration et de la question de double nationalité. Maître Paulin Ngandou, bonjour. Bonjour Madame Martine. Comment vous allez? Je vais bien, merci. C'est un plaisir de répondre à votre invitation et j'en suis vraiment flatté. Merci. Vous êtes à Kinshasa pour un voyage professionnel. Comment avez-vous jugé les systèmes d'immigration en RDC? Donc, écoutez, merci pour la question. Il faut avouer que c'est une question qui fait l'actualité du fait que notre pays est en train de traverser une période de grandes réformes, surtout avec les efforts fournis par le chef de l'État. En tant que technicien dans ces domaines, je pourrais tout de suite dire que notre système d'immigration a encore du chemin à faire. Donc, quelle réforme proposez-vous pour ce système d'immigration? Avant de parler réforme, je pense qu'il faut d'abord situer le contexte. Donc, je dois vous rappeler que l'immigration doit être considérée comme une source de revenus pour un gouvernement, pour un pays. Parce que, qui dit immigration, d'abord, de par le sens même de ces termes, c'est le fait de quitter son pays vers un autre pays pour s'installer définitivement ou bien pour une longue durée, ce qui est différent d'obtenir un visa. Donc, l'immigration doit être prise dans une dimension économique. C'est pas seulement une question politique. Donc, avant de parler des réformes, il faut comprendre l'importance d'abord de l'immigration. C'est-à-dire, les étrangers qui viennent, par exemple, au Congo pour investir, pour se lancer dans les affaires, ou bien qui ont choisi le Congo comme leur deuxième pays. On doit comprendre que ces personnes doivent le faire en conformité avec la loi. Donc, si les lois nationales ne sont pas respectées, le pays ou le gouvernement ne peut pas ou ne pourra pas en tirer profit. L'immigration doit générer des recettes, des revenus pour l'État. Parce que nous devons assister à la vente des visas. Les visas, il y en a de différentes formes, de différentes sortes. Donc, si les gens peuvent traverser nos frontières comme ils le peuvent sans que cela soit sécurisé ni contrôlé, le gouvernement ne va pas en tirer quoi que ce soit. Et puis, ça va créer un désordre. Et puis, l'immigration comme source des revenus, vous savez, avec la corruption qui est vraiment connue aux frontières de la RDC, qu'est-ce que la RDC peut faire pour éradiquer cette corruption et pouvoir apporter des revenus dans la caisse de l'État? Voilà, l'idée qui me vient à l'esprit, je dois dire que je respecte beaucoup notre système d'immigration parce que nous avons des agents qui sont formés, qui ont les compétences qu'il faut et que notre gouvernement, le gouvernement de la République démocratique du Congo est en train de fournir des efforts pour sécuriser les frontières. Je pense que parler corruption serait peut-être fort, mais il y a des cas isolés, comme on peut les déplorer à travers le monde, dans d'autres pays aussi. Je pense que pour contourner ces problèmes et arriver à rendre dynamique notre système d'immigration, il faut penser peut-être à informatiser le système pour que, je veux dire, de telle manière que une personne qui rentre sur le sol congolais
par exemple, par les frontières des Kasumbalesa, ou bien des Beach Ngobila, ou bien l'aéroport d'Ndjili, cette personne, on doit être à mesure de trouver les mêmes données partout. On doit être en mesure d'identifier la personne tout de suite, soit par son nom, les empreintes digitales ou par son numéro de passeport. Pensez-vous vraiment que la DGM, la Direction Générale des Migrations, est vraiment outillée pour pouvoir identifier toutes les sorties et toutes les entrées en RDC? Ben ça reste un défi, c'est un challenge. Avec la volonté, on peut y arriver. C'est pourquoi je parle d'informatiser le système. Parce que l'agent qui reçoit 1 million de personnes dans la semaine ou dans la journée ne pourra pas, avec des papiers ou bien un ordinateur, être en mesure de donner, de fournir toutes les données. Ben, si le système est informatisé, il suffit qu'on tape dans le système Martine Kabata, par exemple, ou Paulin Gandou, mais tout de suite, on va avoir l'historique de tout ce que j'ai effectué comme entrée et sortie sur le territoire national. L'informatisation du système, ça reste même le moyen le plus sécuritaire pour arriver à répondre à ces défis. Et donc, les entrées, les sorties, sont-elles vraiment réglementées? Ben, c'est réglementé du moment où donc il y avait quand même des contraintes, il y avait un désordre de ces côtés-là, mais le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a pris une mesure que je salue personnellement dans le sens de faciliter l'entrée aux frontières pour les Congolais, les étrangers d'origine congolaise qui peuvent avoir un visa à l'entrée. Il suffit de fournir une pièce, enfin un document qui atteste que vous avez déjà eu la nationalité congolaise dans le passé, et à ce moment-là, on vous donne un visa. C'est simplifié parce que tu arrives et puis tu présentes ton passeport moyennant des frais, je pense, de $90. On te donne le visa, tu entres. Mais c'est aussi une façon de répondre à un besoin, parce qu'il y a des Congolais qui ont double nationalité, par exemple. Aujourd'hui, la question se pose et on ne doit pas rester indifférent face à ça. Il faut y répondre. Parlant de Congolais qui ont la double nationalité, vous savez que la majorité des politiciens congolais, vraiment, ils ont la double nationalité. Mais que dit la loi sur la nationalité congolaise? La loi dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. C'est-à-dire, du moment où vous détenez la nationalité d'un autre pays, vous perdez automatiquement la nationalité congolaise. Donc, on ne peut pas la détenir. Mais cette question pose vraiment confusion ces jours-ci, parce que vous allez retrouver des Congolais qui se réclament Congolais. Ben, une fois qu'ils ont commis un délit, ils veulent se réclamer d'une autre nationalité. Ils sont belges, ils sont français, ils doivent rentrer sur leur propre pays pour être jugés. Mais tout ça, c'est de l'amalgame. Comment... J'y arrive. C'est une question pertinente parce que on ne peut pas jouer sur l'effet de la nationalité pour échapper à des poursuites. Non, c'est la question ne se situe pas à ces niveaux-là. Avoir la double nationalité aujourd'hui, ça implique des devoirs et des obligations. Si par exemple vous êtes Congolais d'origine, vous avez la nationalité américaine, mais il y a des devoirs, il y a des obligations. Les gouvernements américains, par exemple, imposent à ces types de personnes qui ont double nationalité, quand bien même vous vous retrouvez en dehors des États-Unis, vous allez continuer à payer les impôts. C'est-à-dire qu'il y a des obligations, il y a des devoirs qui viennent avec ça. Mais pour revenir au Congo, la question continue à se poser. Il s'agit d'un besoin. Aujourd'hui, vous avez évoqué le problème de certains animateurs politiques qui ont double nationalité. Mais la loi doit être conforme aux réalités sur terrain. Sinon, ce que nous avons devient inadapté et que nous devons répondre à cette question. Je sais que le gouvernement ne pourra pas s'y lancer comme ça d'une manière à faire un atterrissage forcé dans ces domaines, mais on peut y aller mollo, étape par étape. Bien comprendre, vous proposez au gouvernement de pouvoir changer la loi sur la nationalité congolaise, de permettre à à un Congolais d'origine de garder sa nationalité congolaise et
de porter aussi une autre nationalité Ben ouais, à la fois. mais j'aimerais beaucoup ça, et c'est ça le défi. Et moi, j'exhorte le gouvernement, j'ai lancé un appel au chef de l'État et puis à tous ceux qui ont le pouvoir de décision. Mais à quoi ça servirait si J'y arrive. Parce que on peut dans un premier temps y aller avec des restrictions. Dire peut-être vous allez détenir double nationalité, mais vous ne pouvez pas peut-être avoir le droit au vote ou bien certains droits civiques. Jusqu'à ce que peut-être on arrive à l'étape qu'on veut d'avoir une nationalité, de détenir double nationalité sans restriction. Ailleurs, on peut trouver dans certains pays comme la France et tout, vous ne pouvez pas être sur le sol français et puis vous réclamez d'avoir une nationalité étrangère pour soit bénéficier de quelque chose ou échapper aux poursuites. Donc, il y a moyen de tenir compte des réalités congolaises et puis légiférer dans ce sens-là. Parce que nous, en tant que citoyens, nous attendons de notre Parlement de répondre à ce type de questions, d'aller avec des réformes profondes de notre système. Sinon, quand je vois peut-être les réformes dont on parle, c'est plus la présidentielle, parce que tout le monde veut avoir une position qui fait qu'on contrôle le pays, qu'on contrôle les richesses et autres. Mais non, nous, en tant que citoyens, nous voulons des réformes qui répondent sensiblement à un besoin sur terrain. Donc, de cette manière-là, on pourra un jour dire, mais on n'aura pas comme des fraudeurs ou des tricheurs qui vont, le jour ils sont congolais et la nuit ils sont belges, ils sont français. Donc ça doit finir. Pour mettre fin à cela, il faut parlant des fraudeurs, il n'y a pas que le Congolais qui porte la double nationalité. Il y a aussi des étrangers qui ne sont pas congolais, mais parce qu'ils parlent de langue locale de la RDC, ils se réclament congolais. Oui, c'est ça le danger, parce que avec la nouvelle mesure prise par le chef de l'État, donc il faut veiller à l'entrée de nos frontières pour que la personne qui arrive, avant qu'on lui donne un visa, qu'on puisse savoir si la personne présente des papiers ou un document qui atteste que elle est issue des parents congolais, ou bien la personne a été née sur le sol congolais, de telle manière qu'on puisse sécuriser ceux qui sont sur le territoire national. Parce qu'il ne suffit pas de parler une langue du Congo. J'ai vu à l'étranger des gens qui ont appris le Lingala, qui ont appris le Chiluba, mais qui n'ont jamais été au Congo, qui n'ont rien à voir avec les sols congolais, donc ni des naissances, ni par le fait de la naturalisation. Alors, dans ce cas, si l'agent à l'entrée ne fait pas attention, mais on va faire passer des personnes qui ne sont pas supposées être sur le territoire national. Mais comment la DGM peut faire pour sécuriser les frontières congolaises, empêcher les entrées en masse comme nous le voyons à l'est de la RDC? Comment la DGM peut réorganiser son système pour pouvoir sécuriser les frontières de la RDC? La question est liée peut-être à la première que nous avons évoquée. Il faut sécuriser les frontières, mettre les fins au conflit à l'est du pays, comme le chef de l'État est en train de le faire avec beaucoup de courage. Il faut former encore nos agents au poste frontalier, leur donner encore des outils et puis des moyens qu'il faut pour répondre à ces défis. Et évidemment, ce travail doit être bien rémunéré pour qu'ils soient à l'abri de la corruption. Et il suffit aussi un peu de volonté, un changement de mentalité à tous les niveaux, parce qu'on ne doit pas juste attendre que les dirigeants puissent poser le premier acte, mais nous avons tous un devoir d'échanger de mentalité et d'accepter de sécuriser nous-mêmes nos frontières, et puis que cela soit une question de patriotisme, que chacun se sente interpellé pour se dire, j'ai le devoir d'observer les lois et d'aider le Congo à aller de l'avant. Parce que c'est nous-mêmes, généralement, les Congolais qui participons à la fraude. On donne des astuces aux étrangers, passer par ceci. On a été des fois déçus de voir quelqu'un qui arrive, il dit, mais toi tu ne me connais pas, mais attends, je vais appeler tel. Non, je pense qu'avec l'émergence de l'état du droit, ce type de pratiques, on doit y mettre fin. Parlant de réformes, nous pouvons comprendre par là, vous proposez que les agents de la DGM puissent suivre un recyclage, qu'ils puissent retourner à l'école pour apprendre les lois, pour apprendre la matière en fonction
la sécurisation des frontières. Qu'est-ce que vous proposez vraiment pour que les agents qui travaillent aux frontières de la RDC puissent respecter les frontières, puissent respecter les entrées, réglementer les sorties comme ça se fait ailleurs, partout ailleurs sous d'autres cieux? Très bonne question. Vous savez, dans tout travail qu'on peut faire, à un certain moment, ça prend toujours une période de recyclage, de mise à niveau. Que vous soyez avocat ou magistrat ou médecin, il y a toujours ce qu'on appelle la formation continue. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en Amérique du Nord où je trouve que vous soyez directeur, que vous soyez donc manager ou bien que vous vous occupiez un poste de bas niveau, mais tout le monde est appelé chaque jour aux mises à niveau. Pourquoi pas avec nos agents de la DGM? Ils font déjà un travail. On voit que quand il y a changement à la tête du pays, ils sont capables de donner un bon travail. Donc, il faut leur donner des outils. Et puis, la formation continue, les envoyer ailleurs dans des formations pour échanger échanges d'expériences avec d'autres systèmes dans le monde pour voir qu'est-ce qui s'est fait mieux ailleurs qu'on peut aussi copier et ramener dans notre pays. Je pense que nous avons ces moyens humains. Pensez-vous que s'ils vont en formation ailleurs, dans d'autres pays, le problème sera résolu, le problème de corruption? Ben, c'est pas seulement le seul aspect, c'est tout un ensemble de choses. Il y a des questions d'ordre politique, stratégique et aussi économique et aussi, pourquoi pas, mental. Donc, c'est une question qui a plusieurs dimensions. Le simple fait d'envoyer des gens en formation ne suffit pas. Encore faudra-t-il qu'on apprenne et puis qu'on mette en application ce qu'on a appris. Il s'agit ici de combattre l'impunité dans notre pays, de combattre les antivaleurs. Parce que c'est des choses qui nous ont amenés aux mauvaises pratiques. Aujourd'hui, si nous voulons être comptés parmi les États compétitifs, ben, nous avons un pas à faire en tant que Congolais. Nous devons changer les choses, nous devons revoir notre façon de faire. Et puis, les autorités vont peut-être arrêter de se mêler dans le travail que font les agents au poste de frontalier. Parce que vous trouvez ailleurs, au Canada par exemple, aux États-Unis, les agents des services frontaliers ont un pouvoir exorbitant. C'est-à-dire, s'ils décident à l'entrée que vous n'avez pas satisfait les conditions, ou bien vous ne l'avez pas convaincu, il ne va pas vous laisser passer. Même si vous avez un visa, il va vous dire, vous ne m'avez pas convaincu, vous retournez dans votre pays d'origine. Et même si vous appelez le Premier ministre du Canada, il vous dira non, l'agent de l'immigration a un pouvoir large. Donc, c'est sa décision qui prime. Et ça donne des atouts, ça donne des armes pour combattre certaines mauvaises pratiques. Voilà. Si nous comprenons bien, vous demandez aux autorités de rester à l'écart du service de l'immigration, de ne pas, comment dirais-je, intimider les agents. L'interférence de certaines autorités, comme on l'a vu, des étrangers qui restent sur le sol congolais sans titre de séjour ou bien les titres de séjour à expirer, ouais. Et ils les font comme pour défier les autorités locales. Ils disent, ben, allez demander à tel, moi je suis là, je suis pas supposé, je suis protégé par tel. Non, aujourd'hui on doit mettre fin à ça. Nous devons avoir un système qui puisse traiter tout le monde de la même façon, de la même manière, donc d'une manière équitable. Évidemment, nous devons toujours faire que le Congo soit attrayant pour que les investisseurs puissent venir, pour que les capitaux puissent rejoindre le Congo et ainsi il peut décoller. C'est pourquoi je dis que l'immigration est un facteur de développement non négligeable. Par là, nous pouvons comprendre que l'immigration travaille en connivence avec l'agence de renseignement, l'ANER, l'agence nationale des renseignements. Il y a des questions, oui, j'avoue, il y a des questions de sécurité, il y a des questions aussi d'ordre politique et la sécurité aux frontières. S'il n'y a pas un travail qui est fait... Quel est le rôle, le vrai rôle de l'ANER? Vous savez, l'ANER a joué beaucoup des rôles, des fois que je ne peux pas définir parce que il y avait tout un mélange de beaucoup de choses. Mais
les services de renseignement, dans tous les aéroports à travers le monde, partout où nous passons, il y a la sécurité qui n'est pas visible. Il y a les services de renseignement. C'est le point même où on trouve la force des services de renseignement. Parce que tout le monde rentre par là. C'est par les frontières. Quelqu'un qui veut du mal au Congo, il va passer toujours par nos frontières. C'est là que l'ANER doit jouer son rôle de donner les informations en temps utile et d'exploiter ces informations et de savoir qui est entré sur le territoire national, qui est sorti, et on doit être en mesure de donner des statistiques, de répondre aux questions des citoyens lorsque les besoins y a. Donc l'ANER a un rôle primordial à jouer, et pourquoi pas l'armée? Parce que la sécurité avec nos voisins, elle est assurée par l'armée. Donc c'est des services qui sont liés. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Donc à mon avis, je vois la question de cette manière-là. D'accord. En fait, parlant des Congolais qui vivent, des étrangers qui se réclament Congolais, les cas des Minembwe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ben, vous savez, aujourd'hui, je fais le tour des réseaux sociaux, tout le monde en parle à travers le monde. Ben, ça fait l'actualité, mais je n'oserais pas aller me lancer dans ce type de débat parce qu'il y a des questions politiques dont peut-être je n'ai pas tous les paramètres. Mais je dirais que si quelqu'un peut-être a choisi de vivre au Congo ou s'est dit congolais, ben il peut vivre sur l'ensemble du territoire. Moi, je peux quitter même s'il n'est pas congolais d'origine. Ben, ça dépend de ce que vous appelez congolais d'origine. Il faut voir dans l'histoire. Il faut faire un pas dans l'histoire pour voir comment s'est passée l'acquisition des nationalités dans notre pays à une certaine période. N'oubliez pas qu'en 1973, le président Mobutu avait donné une nationalité collective aux personnes qui se trouvaient sur les territoires congolais et qu'aujourd'hui, peut-être les revendications ne sont pas les bienvenues parce que quand on est congolais, ben on est congolais, on peut vivre partout où on veut. Moi, je ne dirais pas que mon village des Miabi, je dois les revendiquer aujourd'hui, il doit devenir mon territoire à moi. Non, donc, écoute, on doit relativiser la question et puis, pour le moment, je ne vais pas aller me plonger dans ces débats, mais je me dis juste que nos dirigeants actuels vont prendre des bonnes décisions et que j'ai appris, selon ce que certains ont écrit sur Twitter, Facebook. Donc, il se peut que la question des Minembwe était déjà une discussion entamée par le gouvernement, des gouvernements passés, dont je citais les noms, mais aujourd'hui, ce n'est on essaie d'appliquer les arrêtés ou les décisions qui ont été prises. Écoute, c'est un long débat qui met beaucoup d'intérêt en jeu et toi et moi, on n'a pas suffisamment de données. Donc, moi, je préfère m'abstenir quant à ça. Quand vous proposez des réformes dans les systèmes d'immigration, donc nous pouvons comprendre par là que vous demandez au gouvernement d'accorder la nationalité congolaise à tout celui qui veut être congolais de n'importe quelle manière. C'est lui qui veut s'approprier les territoires congolais et qu'il dit parce que j'aime beaucoup la RDC. Écoute, monsieur Tshisekedi, prenez-moi, adoptez-moi, je deviens congolais. Ça se passe comme ça? Non, même le président de la République ne le ferait pas de cette manière-là parce que je sais que c'est un légaliste. Mais il y a une procédure quand on veut devenir citoyen d'un pays. On en fait la demande et on attend que cette demande soit traitée. Ailleurs, on vous impose peut-être de vivre dans ces pays pendant une durée de 3 ans ou 5 ans et puis que vous puissiez adopter des comportements tels que vous aimez ces pays et vous avez choisi d'y vivre. À ce moment-là, les autorités vont statuer sur votre demande et puis dire, ben écoutez, vous remplissez les conditions et puis désormais vous devenez congolais. Mais si vous le faites en violation de la loi, à ce moment-là, ben la rigueur de la loi va tomber aussi sur vous. Et je pense que ce type de demande doit être découragé parce qu'on veut être congolais, ben on traverse pas la frontière en fraude et puis une fois sur les sols, on se dit, ben Ndjili désormais m'appartient. Non.
Je pense qu'il y a une procédure. On doit se conformer à la loi qui réglemente la nationalité. Et moi, je dirais, ces types de questions existent peut-être parce que nous avons, au Congo, on n'a qu'une seule nationalité. Mais si on arrive à légiférer dans le sens de ce qu'on appelle binationalité, on pourra se retrouver avec moins de réclamations, moins de revendications. Donc, je pense que la question continue à se poser et je souhaite vraiment que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, puisse s'y pencher parce qu'il y a beaucoup de Congolais à travers le monde qui attendent ça. Ils attendent, ils veulent voir ces changements-là. Et j'interpelle notre Assemblée à ce qu'on puisse aller toucher à ce type de réformes-là. C'est ça que nous attendons. Nous ne voulons pas voir se faire la guerre au Parlement, se lancer des flèches parce qu'on est de telle famille ou de telle autre famille politique. Non. Nous sommes des Congolais, nous avons des attentes. Nos enfants ont des attentes. On doit répondre à ces attentes-là. Par rapport à la question des lois sur la santé, la réforme du système de santé, une couverture médicale, l'immigration comme on en parle, il y a l'enseignement. Aujourd'hui, nos écoles, mais nous produisent quoi? Mais c'est parce que nous avons des systèmes inadaptés. On continue à étudier Jeanne d'Arc pendant que Congolo Mwamba et autres ne sont pas beaucoup connus de nos enfants. Donc, vous comprenez que le défi est majeur. Oui, vraiment, le défi est majeur, comme vous l'avez bien souligné. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en gros de votre passage sur les antennes de Télé 7? En gros, en résumé, qu'est-ce que le Congolais qui nous suit à la maison peut retenir de ces passages sur Télé 7? Je veux que les Congolais retiennent que nous devons aller dans le sens de développer notre pays et que notre système d'immigration consacre aussi notre développement et puis la sécurité. Parce que si nous n'avons pas la sécurité aux frontières, notre pays deviendra une sorte de passoire où tout le monde pourra venir se réclamer congolais. Et voilà. Donc, c'est d'une manière générale, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs volets. On ne peut pas les terminer aujourd'hui. Et j'ai essayé d'être le plus basic possible pour permettre à tout le monde de comprendre. Moi, je pense qu'il est grand temps de revoir notre système d'immigration et tout le monde, lorsque vous allez pour élire votre député, votre sénateur ou tout autre représentant, mais c'est ça des questions essentielles qui doivent demain changer notre vie, notre santé, l'enseignement, l'immigration, la sécurité, et c'est ça des choses que nous attendons. Nous ne voulons pas qu'on nous dise « Ah, vous savez, nous, tel, on a la majorité, mais vous nous prenez en otage parce que vous avez la majorité, ou bien vous êtes des CACH ou des FCC. » Non, les Congolais, chez lui à la maison, ou bien en Gandajika, ou bien à Lissala, il n'attend rien de votre majorité, ni de votre puissance au Parlement. Les Congolais attendent des solutions. Ils attendent la réponse à ces défis-là. Parce que nous ne devons pas être tout le temps envahis par des étrangers. Nous devenons comme un pays qui est un cadavre abandonné aux charognards, comme les disaient les parlant de couleur politique, vous savez, les Congolais ne doivent pas dépendre d'une couleur quelconque politique parce qu'il est de la majorité, il est de tel camp ou d'un autre camp. Mais vous savez, ce sont ces camps politiques qui, en tout cas, qui domine sur l'orientation de la vie des Congolais. Par exemple, pas plus tard qu'il y a quelques semaines passées, il y a un camp politique qui ne soutient pas les recensements proposés par le chef de l'État parce qu'il y a insécurité à l'est du pays. Pensez-vous que cette prise de position-là pourra cadrer avec les réalités de la RDC si vraiment il faut faire les recensements? Oui, mais pourquoi on ne soutiendrait pas le recensement? Les camps politiques ou les familles politiques doivent comprendre aujourd'hui que c'est un problème qu'on doit régler. Le dernier recensement date des camps. Parce que si on ne sait pas qui est qui, comment comptez-vous nous diriger? Parce que... Mais comment on peut identifier les vrais Congolais et les différencier des imposteurs? Parce qu'il n'y a pas de recensement. C'est ça, il faut ce travail. Si on ne commence pas, comment on le saura? Il faut commencer quelque part. Parce que aujourd'hui, moi je dois le dire à haute voix,
on doit avouer que ceux qui refusent, ils ont des intérêts cachés, ils ont des agendas politiques. Mais nous devons prétendre un jour savoir qui est congolais, qui ne l'est pas, de telle manière qu'on puisse avoir une pièce d'identité. On n'a pas de pièce d'identité nationale. Donc, certains, peut-être ceux qui voyagent, ils ont un passeport. La carte d'électeur, oui, mais elle a été mise en place à quelle fin? Pour les élections. Mais on sait, quand vous allez ailleurs, vous sortez de ces pays, vous présentez la carte d'électeur. Je pense que on doit avoir un modèle standard. Mais la carte d'électeur fait office de carte d'identité. Oui, mais c'est écrit où? C'est quelle loi qui consacre ça? C'est vous qui pouvez répondre à cette question. C'est pourquoi je t'ai dit que si... C'est comme si on t'a donné un macaron qui te permet d'accéder à un centre de vote pour aller voter. Mais avec la fin des élections, ça prend fin. Aujourd'hui, nous devons... c'est un droit. Nous devons exiger d'avoir une carte d'identité. C'est pas trop demandé. Parce que les citoyens travaillent, payent les impôts. Si on est capable de nous donner une carte d'électeur, on est capable de nous donner aussi une carte d'identité. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, je ne vois pas le mal si aujourd'hui le chef de l'État propose un plan de recensement que les gens évoquent la sécurité aux frontières. À l'Est, oui, il y a l'insécurité, mais on doit commencer quelque part. Et puis, c'est un grand travail qui peut prendre du temps. Il faut le préparer. Il faut qu'il y a des choses à faire sur le plan matériel, humain. Il faut former. Quelles choses à faire pour pouvoir organiser les recensements et obtenir gain de cause? Mais il faut déjà commencer à former les gens. Il faut mettre des lois en place. Moi, j'ai travaillé aux élections au Canada. Mais je vois comment les systèmes fonctionnent. Tout est informatisé. Lorsqu'on va voter le matin et puis les soirs, on a les candidats qu'on a choisis. Les résultats sont annoncés. Donc, pour revenir à la question que tu as posée par rapport à la position de certains sur le recensement, moi je pense que il est temps. Mais vous avez travaillé aux élections au Canada. Pourquoi ne pas revenir en RDC, apporter votre expertise et pour aider les pays à aller aussi de l'avant, atteindre les niveaux du Canada, par exemple? Mais non, mais écoute, lorsque nous revenons au pays de temps en temps et puis on continue à avoir des intérêts d'ordre professionnel, mais c'est pour... partager notre expertise avec notre pays. Je peux vous dire aujourd'hui que à travers le monde, les Congolais sont dans tous les domaines. Vous allez les trouver professeurs d'université, ils sont chercheurs, ils sont ceci et ils constituent une main d'œuvre pour les étrangers, pour d'autres pays étrangers. Mais lorsqu'on doit retourner chez nous, il faut que les pays aussi donnent les conditions telles que on soit à mesure de démontrer de quoi on est capable. Donc, c'est pourquoi nous parlons de la question des doubles nationalités, la sécurité aux frontières, les services doivent être simplifiés. L'histoire de GoPass, par exemple, puis ça doit être supprimé parce que dans un pays où les gens n'ont pas un pouvoir d'achat considérable, mais si vous augmentez leur salaire et que ce type de charges continuent à exister, c'est comme si on n'a rien fait du tout. Parce que si vous voulez que le pouvoir d'achat de la population puisse accroître, mais il faut baisser les charges. Si quelqu'un qui doit aller en Bandaka, en Bujima et à Kananga doit payer un frais en plus de son billet, ça va où? Non. Aujourd'hui, pour quitter le pays, vous devez payer GoPass. Mais il y a quelques années, on n'en payait pas. Les gens voyageaient pareil. Je pense qu'il est grand temps que le chef de l'État puisse prendre des décisions dans ce sens-là. Parce que ailleurs, vous achetez votre billet et puis vous voyagez, c'est tout. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de ces numéros. Merci beaucoup pour votre attention. Nous disons merci à Maître Paulin Ngandou. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu. Je salue l'honorable Panda en passant et puis tous les amis qui vont me suivre. Bonjour, bonne journée. Donc, j'ai dit bonne chance à mon pays et je crois fermement en ce que font les autorités et le pays va décoller. Il a déjà décollé d'ailleurs. Ceux qui sont à l'étranger qui ne le savent pas, nous les vivons déjà.
Merci. Maître Paulin Ngandou nous a parlé des réformes du système d'immigration en RDC et de la question des doubles nationalités. Merci à tous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous demandons de rester branchés sur Télé 7. Ne zappez pas parce que la suite de programme vous plaira beaucoup. Merci. Les rendez-vous est pris pour dimanche prochain à 21 h. N'oubliez pas de nous suivre en rediffusion mardi à 12 h. Merci, au revoir.